Je te le dis, t'es trop dans le mental. Lâche prise. Quand on commence à s'intéresser à la thématique spiritualité, à faire des rencontres, des expériences, des pratiques inédites, eh bien on peut se retrouver confronté à cette phrase assez inconfortable, il faut le dire, et on te laisse pratiquement l'essentiel du temps sans explication. Juste, tu sais que tu es trop dans le mental, qu'il faudrait que peut-être tu lâches prise, peut-être que tu arrêtes de penser, que tu sois moins dans l'analyse, plus dans le moment présent. Et toute cette sémantique un petit peu maladroite vient se confondre dans un principe qui serait qu'il faudrait faire taire le mental. Presque, le mental est un ennemi. À partir du moment où tu penses, tu mets en danger ta spiritualité. Et là, je pense que ça devient assez problématique. Parce qu'on va le voir, quand on parle de l'esprit, il est nécessaire de faire preuve de discernement, d'habileté et surtout d'être capable d'utiliser toutes les aptitudes de l'esprit. Et l'intuition, le ressenti, autant que la réflexion, l'analyse, sont des aptitudes qui sont aussi nécessaires les unes que les autres. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette phrase? La première chose, je pense, c'est l'idée qu'on inviterait une personne qui pratique, qui débute une pratique, à se relier davantage à la partie intuitive de son esprit, à ce qui est dans le moment présent. Ça peut être des ressentis, aussi subtils soient-ils. Et en faisant ça, on va augmenter, entre guillemets, la capacité de l'esprit à ressentir des choses subtiles. Et je vais vous donner un exemple à la fin de cette vidéo pour essayer de vraiment de bien comprendre ça. Parce que c'est important de comprendre que dans notre perception, il y a plein de choses qui arrivent. Et la complexité, la sophistication de la réalité fait qu'on n'a pas forcément accès à toutes les informations. Et ça peut être nécessaire à certains moments juste de changer d'état de conscience, de basculer dans un autre état de l'esprit pour avoir accès à des choses différentes. Qui ne sont pas forcément présentes dans le mental, mais qui vont être plus présentes dans le ressenti. Alors en fait, on voit qu'il y a deux pôles de l'esprit, comme deux pans de l'esprit. D'un côté, on va avoir effectivement l'analyse, la réflexion, tout ce qui est de l'ordre de l'intellect. Et de l'autre, on va avoir l'intuition, les ressentis. Tout ce qui est de l'ordre on va voir du moment présent en fait. Parce que à partir du moment où je me connecte à mon intuition, à mes ressentis, je suis vraiment dans l'instant présent. Il y a un côté instantané. Par contre, si je bascule dans la réflexion, dans l'analyse, là je vais être en léger décalage. On voit qu'il y a une nécessité de prendre du recul pour pouvoir commenter quelque chose. Donc on sort du moment présent à partir du moment où il y a une narration qui se superpose à la perception. Et c'est comme une balance en fait. Il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui font carrément des métiers dans lesquels il est nécessaire de faire preuve d'intellect, de réflexion, d'analyse, d'esprit critique, de discernement. Et dans leur quotidien, ils sont amenés à beaucoup solliciter leur intellect. Et donc c'est naturel pour eux, c'est un mode de fonctionnement. Si on arrive un jour et qu'on leur dit voilà, dans une séance de méditation avec que des gens qui ont un style qui ne correspond pas à ce qu'ils ont l'habitude de voir, et que ces gens-là leur disent vous êtes trop dans le mental, ça va juste créer une séparation en fait. Ça va créer un sentiment de culpabilité et ça va dissocier le groupe. Alors, on peut basculer maintenant dans tout ce qui sont les aspects négatifs de cette phrase. Et pourquoi il ne faut vraiment pas la dire en fait. La première chose, c'est qu'on voit qu'il y a une absence totale de nuances. À partir du moment où je te dis tu es trop dans le mental, tu pourrais comprendre qu'il faut complètement arrêter d'être dans le mental. Que ton esprit critique, ton analyse, ton intellect, toutes ces choses qui structurent ta pensée doivent disparaître, qu'elles sont un obstacle à ton évolution intérieure. Alors qu'en fait, c'est pas du tout vrai. C'est juste que là, dans la pratique, dans l'exercice, on t'invite davantage à te connecter à des choses qui sont sans commentaire, sans analyse, plus de l'ordre du ressenti brut, de l'instinct. On va chercher vraiment à revenir dans l'ici et le maintenant. Donc il y a une absence de commentaire. Ça ne veut pas dire que le commentaire est dangereux ou néfaste. Ça veut dire que dans cette pratique-là, il est plutôt souhaitable qu'il soit moins présent. Donc on voit déjà tout de suite que quand on pose des mots comme ça, on crée de la nuance. Et c'est là que, justement, quand on crée de la nuance, on appréhende de manière plus habile les subtilités de l'esprit. C'est pas tout noir ou tout blanc. C'est pas tout dans le mental, tout dans l'intuition. On voit bien qu'il y a des strates et que c'est beaucoup plus complexe que ça en vérité. Et ensuite, il y a un autre problème, c'est que quand je te dis tu es trop dans le mental, je t'identifie à ton mental. Tu es. J'utilise le verbe être. Et par exemple, lorsqu'on parle de gestion émotionnelle, on va plutôt inviter une personne à ne pas dire je suis une émotion. Je suis en colère, je suis triste. On va plutôt chercher à dire je ressens de la colère, de la tristesse, de la joie. Parce que quand je dis je ressens, ça veut dire que je suis traversé par l'émotion. Je ne suis pas l'émotion, je ne m'identifie pas à cette émotion parce que c'est simplement un mouvement de l'esprit. C'est simplement un nuage qui passe dans le ciel de l'esprit. C'est pas quelque chose de figé. Et si je m'identifie à ça, je m'empêche d'être autre chose. Et ça, c'est un problème. Parce qu'en fait, mon esprit est sans arrêt en métamorphose.
sans arrêt en mouvement. Donc je ne peux pas être définitivement quelque chose. Si je te dis t'es trop dans le mental, ça veut dire que définitivement t'es catégorisé, t'es trop dans le mental. En plus, il y a un aspect qui est très négatif, c'est que dans le groupe, il va peut-être y avoir des gens qui justement sont pas trop dans le mental. Donc eux, ça veut dire qu'ils sont dans la partie souhaitable. Toi, t'es dans la partie pas souhaitable. Donc t'es un cancre, t'es un mauvais élève. Hein? Et donc je crée une séparation entre eux. Ça c'est bien, ça c'est pas bien. Bah non, c'est pas souhaitable en fait. Les gens qui viennent dans ces environnements-là, ils viennent pas pour se faire culpabiliser. Et c'est le deuxième aspect négatif de cette phrase, c'est qu'elle est culpabilisante. À partir du moment où je te dis « t'es trop dans le mental », là tu te retrouves confronté à un reproche, une critique, un jugement. Et surtout si une personne est en recherche d'aller vers quelque chose d'un peu alternatif, c'est peut-être qu'elle a besoin d'attention, de compréhension, d'écoute, de non-violence, sur le plan verbal autant que sur le plan physique. Peut-être qu'elle n'a pas retrouvé cette attention dans des hôpitaux ou dans des accompagnements classiques et qu'elle recherche justement ces qualités. Et si elle arrive et qu'on lui dit « mais t'es trop dans le mental », elle va se retrouver encore confrontée à ces choses-là et ça n'est pas souhaitable. En termes de communication, on crée un ancrage négatif dès le début. En gros, tu sais pas bien faire l'exercice, tu n'y arrives pas, c'est pas bien, tu as un mauvais mode de fonctionnement, un mauvais état d'esprit. Et quand on dit à quelqu'un que tu es trop dans le mental, en fait, on conditionne son identité sur un plan qui est très rigide en fait et qui n'est pas du tout intéressant d'un point de vue pédagogique. Et ça, c'est le troisième aspect, c'est qu'en plus, cette phrase, elle est mauvaise d'un point de vue pédagogique. Alors pourquoi elle est mauvaise d'un point de vue pédagogique ? C'est une bonne question, j'ai oublié. Je suis trop dans le mental. Quand je te dis t'es trop dans le mental, je suis en train de te dire ne va pas dans le mental. Mais je te dis pas où il faut que tu ailles en fait. Je te donne pas la voie, je te donne pas les explications, je te donne pas la destination, je te donne pas la pratique pour que tu retrouves un espace dans lequel il n'y a pas une omniprésence de ton mental. Parce que cet espace, c'est vrai, il existe réellement. Mais si je te dis juste t'es trop dans le mental, t'as aucune info en fait. T'es seul face à ça. Et c'est pour ça que d'un point de vue pédagogique, c'est très mauvais. Parce qu'en fait, il est plutôt souhaitable de donner la direction plutôt que de dire « ne fais pas ci, ne fais pas ça ». Alors, quelles sont les solutions ? Comment est-ce qu'on peut appréhender la chose de manière intelligente et constructive ? De manière très simple, en fait. En invitant la personne à se relier davantage à son intuition, à se relier davantage au moment présent, à ramener son attention sur l'objet observé. Par exemple, si je dois me concentrer sur une odeur, ça nécessite que je sois relié à la sensation, que je me connecte à mon ressenti. Et si je suis dans l'analyse, dans le commentaire, je ne vais pas être vraiment dans le ressenti. Donc, lorsqu'il y a un commentaire, je ramène mon attention au centre, sur la sensation. Et il y a un mouvement en fait, c'est comme un serpent l'attention, elle bouge. À un moment donné, mon attention elle est captée par un commentaire, donc je sors de l'exercice. Là, je reviens dans l'odeur, je reviens dans la sensation. Et puis hop, il y a encore autre chose, il y a une critique, un jugement, c'est agréable, désagréable. Et hop, de manière consciente, je reviens dans le ressenti. Et en fait, c'est ce mouvement de l'esprit qui fait que en fait, mon attention bouge comme ça. Et j'ai besoin de m'aligner avec mon intuition, avec mon ressenti. Et pour ça, il faut que je fasse en sorte que d'un coup, le serpent bouge moins. Pour se retrouver plutôt dans un espace un peu de calme. Une sorte de zone d'accalmie de l'esprit. Un endroit où il n'y a pas trop de nuages, pas trop de tempêtes dans mon esprit. Je me retrouve dans un paysage qui est plutôt calme, plutôt tempéré. Là, on est dans la nature. Imagine que toi et moi, on soit dans une conversation, et puis on est captivé par la conversation, on parle, mais en fait, notre intention de départ, c'était de voir un renard ou un cerf. Et là, le cerf ou le renard pourrait passer derrière nous, on le verrait même pas si on est pris dans la conversation. Mais si d'un coup, j'entends une brindille qui fait un bruit, je vais dire « chut ». Et là, on va se tourner, on va être confronté au spectacle. Et là, on va voir quoi ? Un cerf en face de nous. Et là, le côté extraordinaire de la situation va faire que instantanément, on va plus bouger, plus parler et être dans un état de contemplation optimale. Bien, c'est exactement ce qu'on cherche à faire quand on fait une pratique méditative ou une pratique qui nous invite à nous relier à quelque chose de profondément subtil en soi. Donc l'idée, c'est juste de basculer de cet état vers un état d'observation et d'écoute attentive. C'est sûr que si j'entends un bruit qui est subtil dans la nature, là, pour bien l'entendre, il est nécessaire que je me taise. Si je continue à parler, on ne va rien entendre. On ne va pas pouvoir discerner d'où ça vient, qu'est-ce que ça pourrait être. Et c'est exactement la même chose intérieurement. Si je veux pouvoir bien entendre, bien voir, il faudrait simplement que je puisse écouter sans bruit. Écouter sans bruit, c'est-à-dire écouter sans analyse, sans commentaire, sans critique, sans jugement.
toute cette partie de moi, je peux l'utiliser plus tard. Elle est souhaitable, elle est bénéfique plus tard, mais pas maintenant. Parce que maintenant, j'essaie d'écouter, j'essaie d'entendre, j'essaie d'être présent ou présente. Alors finalement, si vous êtes dans l'accompagnement et que vous faites des événements, des rassemblements, vous invitez les gens, vous observez qu'effectivement, des fois, ils sont peut-être un peu trop dans le mental. Vous aimeriez leur dire qu'ils sont trop dans le mental. Déjà, ne leur dites pas ça. Et essayez surtout de faire en sorte que dans votre pédagogie, il y ait toujours une approche progressive. Parce que si d'un coup, on est confronté à des personnes qui sont plutôt habituées à utiliser un mode de fonctionnement analytique, où ils pensent beaucoup, ils sont beaucoup dans l'interprétation, dans l'analyse des choses, et que vous les invitez à faire un exercice dans lequel il est nécessaire d'avoir beaucoup de ressenti, d'intuition, de se relier à quelque chose de très présent, de subtil, vous allez les perdre. Il est plutôt souhaitable de commencer par un échauffement, d'y aller de manière progressive, de les inviter plutôt à se reconnecter à une sensation qui soit facile. Par exemple, ça peut être la sensation de cette brindille sur ma main, ou du contact entre mes deux doigts, ou d'un son ou d'une odeur qui est bien présente. Et inviter ces personnes à se relier à ça avant même de se relier à leur intuition, à leur imagination ou à des choses encore plus subtiles. Parce que sinon, ils vont simplement pas y arriver et c'est normal. Ils vont pas y arriver parce qu'ils sont pas entraînés. Leur esprit est tout le temps en mouvement, leur esprit est tout le temps dans cette balance psychologique d'analyse, de critique, de jugement. Et donc, il y a toujours une espèce de brouhaha intérieur. Donc c'est important, je pense, d'avoir une bonne pédagogie, savoir observer et de faire en sorte qu'il y ait une progression. Et toujours d'encourager en invitant la personne à aller vers la réussite plutôt qu'en lui disant « tu fais mal ». Et ça, je pense que c'est une bonne pédagogie. En tout cas, c'est une meilleure pédagogie que celle qui consisterait à dire « j'aimerais bien avoir un bâton, voilà, comme un martinet. T'es trop dans le mental, t'es trop dans le mental !» Ben non, là, je pense que c'est pas souhaitable de faire ça. C'est que je t'ai pas dit, mais j'ai ça. Et je sais pas si t'as vu, mais on n'est pas dans le décor habituel, on a la montagne. Et la montagne, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des paysages magnifiques, tu vas voir. Je vais te montrer un petit peu ici, tu vas voir comme c'est beau. Connected the drone, just put the drone on. Ouh, si l'appareil est connecté, je te dis. Voilà les amis, t'es prêt Néo? Décollage. Ouh. Wow. What a game. Alors là, on est en mode automatique, c'est un peu mieux, ouais. Donc voilà, je vais te faire faire un petit tour du propriétaire. Donc qu'est-ce qu'on a par là? On va monter un peu, hein. Ouais. Très beau. Magnifique.